journal de Fréquence M. Sophie Lemonnier. Bonjour. Avec la rentrée, voici venir le lot de certificats de non-contre-indication à la pratique sportive. Alors, électrocardiogramme ou pas, la question a été débattue lors du congrès de la Société européenne de cardiologie qui se déroule actuellement à Munich. Mélanie Martret. Et la réponse est claire, ECG oui, surtout pour la pratique du sport en compétition. Et cette visite qui ne doit pas être une corvée ni pour le médecin ni pour le sportif, doit comporter pour François Carré, cardiologue et médecin du sport au CHU de Rennes, 3 examens. Cette visite doit comprendre un bon examen physique, un bon interrogatoire et un électrocardiogramme. C'est l'association de ces 3 examens qui a permis de prévenir des accidents comme des études scientifiques, en particulier une étude faite en Italie, l'a bien montré. Concernant l'électrocardiogramme, cet examen qui peut surprendre puisqu'il n'est pas coutumier encore en France, malheureusement, mais cet examen nous permet d'améliorer de façon très importante la détection des pathologies puisque très rapidement, quand on fait un interrogatoire, un examen physique, on peut détecter à peu près 5% de pathologies qui peuvent présenter un risque lors de la pratique du sport. Dès que vous rajoutez l'électrocardiogramme, vous passez à 60% de détection. 60% de détection de problèmes cardiaques contre 5% sans électrocardiogramme. Il n'y a pas photo, Mélanie, mais est-ce que c'est cependant coût efficace ? Alors oui, l'étude suisse présentée à l'ESC le confirme, il est de l'ordre de 138 francs suisses, soit 115 €, en comptant les autres examens qui sont demandés après découverte éventuelle d'une anomalie sur l'ECG. Mais alors si l'accident survient, quelle conduite à tenir ? Il n'y a pas une minute à perdre, bien entendu, et selon François Carré, c'est au témoin de l'accident cardiaque de réagir sur le terrain de sport. Dès qu'on met en place le défibrillateur et qu'il y a un choc électrique, on arrive à de bons résultats puisqu'on arrive à peu près 50% de survivants, 45% de survivants à la sortie de l'hôpital. Je ne peux pas m'empêcher bien sûr de conclure en disant que la défibrillation n'est qu'un traitement de l'arrêt cardiaque, donc en amont, il doit y avoir une bonne prévention pour les gens qui font de l'activité sportive. 50% de bons résultats, mais avec un bémol, l'étude présentée à l'ESC ne tenait pas compte de l'état neurologique à la sortie de l'hôpital. Contrairement à ce que l'on pensait, le pancréas est un organe à risque en cas de radiothérapie. Les enfants traités par cette technique ont un risque accru de développer un diabète à l'âge adulte. Un risque multiplié par 5 pour ceux ayant eu une tumeur rénale. Florent Devater, auteur de l'étude publiée dans le Lancet Oncologie, est directeur de recherche à l'INSERM. Le risque est très fortement dose dépendant puisque si on focalise sur les diabètes qui ont été diagnostiqués pas par screening mais par manifestation clinique, à ce moment-là, le facteur est beaucoup plus important et il est d'une 30aine. Ce qui est important, c'est que nos résultats sont exactement les mêmes que l'on ajuste ou pas sur l'index de masse corporelle. Et donc, il faut surveiller les enfants qui ont une irradiation abdominale, mais pas simplement ceux qui ont des tendances à l'obésité. Il est nécessaire de les suivre, surtout à partir de l'âge de 30 ans. La découverte de ce facteur environnemental du diabète devrait faire progresser la recherche sur sa prise en charge précoce. En bref, maintenant, la consommation de cannabis à l'adolescence a des conséquences sur les performances du cerveau à l'âge adulte. D'après une étude néo-zélandaise, les personnes ayant consommé du cannabis à l'adolescence avaient perdu à 38 ans des points de QI, une perte pouvant aller jusqu'à 8 points chez les consommateurs les plus réguliers. Il n'y a pas que les grands qui ronflent, les enfants aussi, et si ce symptôme est fréquent, l'Académie américaine de pédiatrie recommande de rechercher des apnées du sommeil par un enregistrement polysomnographique, surtout si l'enfant est somnolent dans la journée. C'est la fin de ce journal et comme on vous l'avait dit hier, on se retrouve demain pour une nouvelle édition de Fréquence M.